Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 4 de notre cours sur Node.js et la fabrication d'une API. Dans l'épisode numéro 3, on a commencé déjà à coder notre API et elle se contentait d'afficher un message à l'application qui l'interroge. Aujourd'hui, on va un peu plus loin sur vraiment rendre un vrai service en utilisant une base de données. Donc vous allez voir, je vais utiliser une base de données avec une table SQL dans laquelle il va y avoir des informations. Et cet épisode va nous montrer toutes les différentes étapes jusqu'à ce que on demande à notre base de données de nous renvoyer la liste de tous les étudiants et elle les reçoit sur le navigateur dans un premier temps. Alors on commence. Voici un schéma qui vous dit qu'à droite, notre application back-end, c'est-à-dire notre API qu'on est en train de fabriquer et qui tourne sur un serveur Node, comme on dit. Je rappelle, pour rafraîchir la mémoire des épisodes précédents, notre API est un code qui, lorsqu'on lance et s'exécute grâce à un serveur d'application qui s'appelle Node, N-O-D-E, et ce code de l'API, il se met en attente. Il se met à écouter que quelqu'un, qu'une application front-end l'appelle pour qu'il réponde aux besoins demandés. Et donc notre API est en attente. Actuellement, elle ne rend pas vraiment service. Aujourd'hui, regardez ce schéma-là. On va utiliser comme application cliente, qu'on appelle front-end, et uniquement votre navigateur web. On verra plus tard dans les autres épisodes, je vous ferai une petite application web avec JavaScript pour voir comment on interroge l'application API. Alors, cette application navigateur web qui ne coûte rien pour l'instant va donner une adresse web. Vous la voyez, HTTP localhost 7000 et j'ai rajouté API étudiant. J'expliquerai pourquoi. Et puis, notre API, elle reconnaît l'adresse, elle va répondre au navigateur en lui envoyant en vert la liste des étudiants qui vient d'une base de données SQL qu'on va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service? Eh bien, un service, c'est donc une application quelconque, web, mobile, desktop, etc., etc., qui aura besoin d'informations, soit à extraire des informations d'une base de données, soit à ajouter, modifier, supprimer des données. Et cette gestion de base de données est gérée par notre API. Alors, pour que l'application cliente, front-end, puisse interroger, il faut qu'elle connaisse la route, ce qu'on appelle en anglais un endpoint. Mais qu'est-ce que c'est qu'une route? Ben, c'est d'abord l'adresse du serveur, c'est-à-dire l'URL. Par exemple, ici, http://localhost 2.7000. Et on a regardé dans l'épisode numéro 3 précédent, localhost parce que le petit logiciel Node qui tourne et qui gère les API tourne sur notre machine locale, celle du développeur, et généralement le serveur il est appelé par défaut localhost. Le jour où notre API on la mettra sur un serveur d'entreprise, donc on la déploie comme on dit, on la met sur le cloud, localhost sera remplacé par l'adresse d'un vrai serveur, que ce sera soit un nom, soit une adresse IP. Et 7000, c'est un choix qu'on a fait dans l'épisode numéro 3, par hasard. Donc vous, quand vous allez coder avec moi, faites attention que vous n'ayez pas un serveur localhost qui tourne sur votre machine qui sert à autre chose, à gérer une base de données, à gérer d'autres applications, et qui rentre en conflit avec le nôtre, avec le port 7000. Sinon, vous prenez un autre port pour continuer. Donc, pour revenir à la route, une route que va utiliser une application front-end, ça commence par une adresse web qui va jusqu'au numéro de port et on lui rajoute un texte qui, par exemple, ici en bas, /API/étudiant. J'ai choisi ça par hasard pour dire que c'est une API et puis que étudiant, c'est qu'on va donner la liste des étudiants. Ce choix qui est par hasard, c'est moi qui l'ai fait en tant que développeur. Si je suis développeur unique, je choisis de donner l'adresse totale du service comme je le souhaite.
Si je travaille dans une équipe d'informaticiens, de développeurs, à ce moment-là, c'est le chef de projet qui va faire une liste de services et qui va fournir à chaque développeur l'adresse qu'il faut utiliser. Alors, pour ça, il nous faut d'abord il faut qu'on utilise une base de données pour illustrer notre exemple et coder notre API. Donc, je vais utiliser une base de données que je vais appeler aléatoirement DB comme database, université, et je vais utiliser une simple table étudiant avec, vous voyez, ces 6 colonnes, le numéro de l'étudiant, le nom de famille last name, le prénom first name, le genre gender masculin féminin, la ville city et le pays country. Donc c'est juste un exemple pour illustrer notre base de données et on va jusqu'à donc créer ça ensemble et la table va s'appeler étudiant au pluriel. Alors si vous n'êtes pas habitué avec les bases de données, ben, il y a une table de base de données, c'est comme une feuille Excel. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on crée une base de données? Ben, il nous faut un logiciel qui permet de visualiser les bases de données qui existent, créer une base de données qui n'existe pas, créer des tables, les interroger, etc., avant même qu'on utilise cette base de données dans notre API. Alors, je vous propose 3 étapes. On va d'abord installer un logiciel qui aura une interface graphique qui nous permet de pouvoir créer la base de données. Il y en a tellement, il y en a plein. Moi, je vous propose d'utiliser un logiciel qui s'appelle XAMPP, X-A-M-P-P. Il est gratuit. Il convient à tous les systèmes d'exploitation pratiquement, des Windows, des macOS, des Linux, etc. Et il utilise un système de base de données assez connu, MariaDB, qui est à peu près comme MySQL. Donc, ce que je vous demande, même si vous avez un logiciel de base de données qui fonctionne et vous voulez utiliser, n'hésitez pas, je vous recommande d'installer XAMPP. Et une fois que vous l'avez installé, vous l'avez utilisé dans cet épisode 4, si vous voulez, vous pouvez par la suite le désinstaller. Mais pour que vous ayez les mêmes résultats que moi, installer ce logiciel, il n'est pas très lourd et ça s'installe de la façon suivante. Je vous montre. Je vous ai préparé un lien ici. On va aller voir sur quelque part ici sur le navigateur. Je colle ce lien-là. Ce lien, vous l'aurez dans le premier commentaire de la vidéo. Et vous allez tomber, donc c'est un lien d'une société qui s'appelle Apache. Et vous allez voir ici pour Windows les versions qui vous intéressent. Vous avez pour les navigateurs, vous avez pour Linux, etc. Donc je vous laisse télécharger ça et vous l'installer simplement. Laissez tout par défaut. Et quand vous avez fini, vous allez juste demander à le lancer. Donc moi je suis sous Windows, en bas dans l'aide en bas je tape XAMPP. Ici je le lance et quand je le lance il arrive ici et vous avez donc cette fenêtre là qui est ici. Dans cette fenêtre là on dit qu'il y a plusieurs modules qu'on peut démarrer ou pas. Nous ce qui nous intéresse c'est démarrer Apache qui est le serveur qui va permettre de gérer la base de données. Je clique sur Start et je vois qu'Apache devient vert. Il y a aussi un autre module qui s'appelle MySQL. Je clique sur Start, MySQL, donc ça va permettre de créer, modifier les bases de données. Donc ces 2 modules-là sont nécessaires. Il faut qu'ils soient démarrés, il faut qu'ils soient verts pour que je puisse faire fonctionner mon API. Donc je laisse ça et je reviens ici. Alors ici, donc, on a fait la première partie. La deuxième partie, une fois que j'ai installé XAMPP, il y a un site web, donc local, donc une adresse, une page, si vous voulez, une page HTML, qui va me permettre de rentrer dans le logiciel de gestion de base de données grâce à cette installation de XAMPP. Donc là aussi, le lien, vous l'aurez dans le premier commentaire de cette vidéo. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça donne. Je l'écris ici, je valide et je vais avoir cette page-là. Alors ceux parmi vous qui n'ont jamais utilisé ça, vous voyez la console elle s'appelle PHPMyAdmin.
Alors pour les débutants, attention, PHP, le nom qui commence par PHP, ça ne veut pas dire qu'on va développer, qu'on va coder dans ce langage qui s'appelle PHP, qu'on utilise dans les sites web. C'est simplement un nom qui était comme ça au début, mais ça sert simplement à gérer les bases de données. Alors les bases de données, moi, j'ai déjà une base de données ici qui s'appelle DB Université. Je vais essayer de voir si je peux la supprimer. Alors, je vais mettre ici un drop, database, OK. Et donc, la base de données n'est plus là. Donc, vous allez faire comme moi, une fois que vous êtes arrivé ici. Nous allons nous mettre, vous voyez là où je bouge ma souris, on est sur le serveur 127.0.0.1. On est dans l'onglet Databases et ici Create Database. Je viens ici, donc on va taper DB Université au singulier. Je laisse tout par défaut. Alors ce nom-là, si vous ne le voyez pas, je le mets ici. Voilà le nom en grand, en un seul mot, sans accent. DB Université, Database. Je reviens ici et je clique sur le bouton Create. Et je vois apparaître à droite DB Université. Et je ne peux pas cliquer sur le plus parce que la base de données, elle est vide. Il faut que je crée maintenant dedans une table. Et vous allez faire comme moi, vide. On décide de l'appeler étudiant au pluriel. Moi, j'ai 6 colonnes dedans. Je rappelle, ici, je reviens en arrière. On a 6 colonnes et qui doivent porter ce nom-là. Chaque colonne représente une information sur un étudiant. Donc, je lui dis ici, j'ai 6 colonnes et je clique sur Create. Et là, il va me demander d'écrire les colonnes avec leur nom et des informations sur le type d'information qu'on stocke dedans. Donc ici, je lui dis, j'ai une colonne de gauche qui s'appelle ID ou ID en anglais. Elle contiendra du numérique de type entier. Donc je laisse le choix de type INT. Je mets ici aucune valeur. Je vais voir s'il va accepter ou pas. Et surtout à droite, ici, pour cette ligne spécialement, vous avez ici, je vais encore réduire un peu, vous avez ici une case à cocher au-dessus duquel c'est marqué AI pour dire Automatic Increment. Ça veut dire que je voudrais qu'à chaque fois que j'ajoute un étudiant, c'est le système de base de données qui donne un numéro automatique à l'étudiant. Ça commencera par 1, 2, 3 et ainsi de suite. C'est pas à moi le développeur qui aurait besoin de donner un ID. Donc je vais cocher auto-increment ici. Ici, je verrai la longueur, est-ce qu'il va m'obliger à rentrer ou pas. Je vais dézoomer un peu. Et si je veux lui dire, la deuxième colonne, c'est last name, le nom de famille. C'est des caractères, donc je vais choisir dans SQL le type qui s'appelle varchar. Je lui dis qu'un nom de famille au maximum 30, ça me convient. Je vais continuer en disant j'ai une troisième colonne qui s'appelle first. Alors je fais attention à ne pas faire des erreurs. First name. Pareil, toutes les colonnes que je vais citer à partir de maintenant sont tous de type varchar et toutes, donc et après des longueurs différentes. 30. Après, je vais rentrer gender, le genre, en anglais. Le genre, je vais mettre varchar aussi, mais c'est pour dire juste un caractère. Je vais mettre M pour masculin, F pour féminin. Je vais marquer la ville, city, en disant c'est varchar aussi, 30. Je vais finir par dire le pays, country, varchar, 30. Je vérifie que je n'ai pas fait l'erreur. ID, last name, first name, gender, city, country. OK, ça me semble bon. Et surtout, n'oubliez pas le auto-incrément pour l'ID tout à fait à droite, le AI. Et je vais chercher le bouton en bas qui me permet en bas de dire Save, en bas à droite. Vous voyez là. Alors, où est-ce qu'il est mon save? Il a disparu. Il est par là.
tout en bas, je clique sur Save. Voilà. Et j'agrandis un petit peu et je vois le résultat. Il a accepté. Ma base de données, on appelle ça la structure. Donc, je réduis un petit peu. Vous voyez ces onglets-là. Je suis dans l'onglet structure, c'est-à-dire que je regarde quelle colonne contient ma table et quels sont les noms des colonnes et leur longueur et leur type. Et vous voyez le auto-increment qui s'est fait là, c'est quand j'ai coché ça. Donc, si vous arrivez à ce stade-là, on va maintenant cliquer sur Browse pour dire je veux voir le contenu de ma base de données. Et là, il me dit qu'il y a 0 ligne, c'est-à-dire que j'ai aucune information sur aucun étudiant. Alors là, on a le choix entre soit on rentre à la main des étudiants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va créer notre API, il faut bien qu'on ait des étudiants dans la base pour qu'on puisse les afficher à l'application qui veut les voir. Or, notre base de données est vide. Première possibilité, je viens dans l'onglet Insert ici et je rentre à la main un étudiant à la fois et je clique sur Go. Un deuxième étudiant, je clique sur Go, etc. Et dans ce cas-là, ça marche aussi et je reviendrai dans Browse et je verrai que j'ai créé 2-3 étudiants. Il y a une troisième possibilité que je vous propose, c'est que j'ai préparé moi dans un fichier texte, fichier de type CSV, c'est-à-dire que c'est un fichier qui est Excel, où j'ai préparé des exemples au hasard de 10 étudiants et je peux demander ici à PHPMyAdmin de les importer dans ma table étudiant à condition que les infos que je donne correspondent aux 6 colonnes avec les mêmes noms et dans le même ordre. Alors, ce fichier qui va s'appeler 10étudiants.csv, je vais aussi vous donner le lien pour télécharger. Donc, vous faites une pause sur cette vidéo. Vous allez sur le premier commentaire de la vidéo. Vous regardez le lien qui permet de télécharger le code source et le fichier. Et vous prenez, en faisant télécharger à droite du fichier, le fichier 10étudiants.csv. Vous le sauvegardez sur votre ordi. Et une fois que vous êtes prêt, vous faites comme moi. Vous revenez à la vidéo ici. Vous allez chercher l'onglet qui s'appelle Import. Là. Et là, je lui dis, je clique sur Choisir un fichier. Faut que je les montre. Choisir un fichier. Et là, vous allez donc chercher votre fichier. Moi, je l'ai préparé ici. Vous voyez, il s'appelle 10étudiants.csv. Je le montre et je fais clic ouvrir. Il le met ici. Maintenant, je vais lui préciser certaines choses. Ça, je ne touche pas à ITF8. Je descends ici en bas et je vais cliquer plutôt sur Other Options. Non, pas là, pardon. Je descends plus bas. Et là, il me dit Column Separated With. C'est-à-dire que les valeurs que je donne sont séparées par quoi? Je vous montre avant de choisir. Ici, 2 petites secondes. Je vais aller voir, vous ouvrir le fichier dans le bloc-notes. Ce fichier qu'on est en train d'importer, si je l'ouvre dans un éditeur de texte, vous voyez ici, la première colonne, j'ai mis les noms la première ligne, je mets les noms des colonnes et j'ai rajouté une colonne qui n'existe pas, qui s'appelle le fichier a été créé à telle date. C'est juste un choix pour vous montrer quelque chose de nouveau. Aussi, vous remarquez que je n'ai pas rentré la colonne ID, l'identifiant. Pourquoi? Parce que l'identifiant, on vient de le voir, c'est le système de base de données qui va le créer de lui-même. 1, 2, 3, 4. Donc, je parle que du nom de famille, le prénom, le genre, la ville, le pays. Et quand je vais importer et que ma base de données va voir que la colonne created n'existe pas dans la table, il va la rajouter, il va lui donner ses dates et horaires au hasard que j'ai rentré. Et maintenant, il nous demande de lui expliquer comment il est structuré ce fichier à apporter. Vous voyez ici, je vais lui dire que les colonnes, les informations, les données sont séparées par une virgule. Donc, je reviens dans PHPMyAdmin. Ici, il me dit donc les colonnes sont séparées par quoi? Il y a déjà virgule, je le laisse. Et il me dit, est-ce que les informations sont entourées comment dirais-je,
d'apostrophe. Voilà, je cherchais le mot. Regardez, nous, on n'a pas, par exemple, Pierre n'est pas entouré d'apostrophes à droite, à gauche. Je lui dis non, c'est pas entouré d'apostrophes. Escape with, j'efface. Il me dit, est-ce que les lignes, on change de ligne automatiquement? Oui, c'est vrai. Et rien d'autre. Donc, j'ai absolument rien d'autre à faire. J'ai juste vérifié que c'est bien la virgule qui est marquée pour séparer les colonnes. Je lui dis que les colonnes, là aussi, je l'enlève ici, pardon. Donc, les colonnes ne sont pas entourées par donc des apostrophes. Et après, tout en bas, je clique sur Import. Il finit par me dire qu'il a emporté des lignes Saxifolie, donc ici, pour dire que ça a été bien fait. Alors, pour vérifier, moi maintenant, je vais cliquer sur l'onglet Browse, c'est-à-dire affichage. Et une fois que je clique là-dessus, regardez en bas. Ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11, parce que je devais avoir peut-être une ligne en plus. Et il m'a créé donc tous mes étudiants ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a une erreur ici, là, parce que j'avais fait une erreur d'import, c'est pas grave. Il a pris le nom des colonnes comme un étudiant. Donc, si vous avez fait la même erreur que moi, c'est pas grave. On va cocher ici et je vais supprimer. Je vais faire cliquer sur Delete. OK. Et donc, du coup, j'ai mes 10 étudiants. Ils sont numérotés de 2 à 11, c'est pas grave en soi. Et on a donc notre base de données DB Université, notre table qui s'appelle étudiants. Vous voyez là-haut le chemin, on est dans les tables étudiants. Je vais revenir maintenant à la suite, qu'est-ce qu'on doit faire après. Donc on a fait le deuxièmement, on a donc lancé la console d'affichage. Troisièmement, on a créé la table. Ici, donc, vous avez normalement fait avec moi le téléchargement des fichiers, vous l'avez importé comme moi, donc on est bon. Maintenant, ben, il faudrait qu'on aille à un moment donné voir notre API pour continuer à la coder pour qu'elle puisse aller chercher ces 10 étudiants et les afficher sur le navigateur. Alors, c'est un peu trop tôt parce qu'il nous faut quelques explications que je vais vous donner. D'abord, rappel sur l'épisode précédent, notre API, elle a quelques codes et elle s'est fait aider parce qu'on a installé un module qui s'appelle express.js et je rappelle ce que c'est. C'est un ensemble de fonctions supplémentaires qu'on rajoute au JavaScript normal. JavaScript normal, c'est celui qu'on utilise dans les pages web, dans le front-end. Là, on lui rajoute des fonctionnalités pour faire du JavaScript du côté serveur, du côté Node. Et c'est essentiel, c'est important, on l'a installé. On a installé un petit module qui s'appelle Body Parser. J'avais dit que ça sert à formater les données qu'on renvoie chez le navigateur et puis les données qui viennent du navigateur vers l'API. On l'installe et on s'en occupe plus. Et puis on a installé un petit module Corse qui est un module qui a été inventé pour pouvoir vérifier les sites web quand c'est un site web qui interroge notre API, les sites web qui nous interrogent, est-ce que c'est les sites qui sont pas des sites indésirables. Donc il y a toute une configuration de Corse pour dire qu'est-ce qu'on accepte ou pas comme adresse qui nous interroge. Pour l'instant, nous, on l'installe, mais la configuration, on la fera plus tard, on en parlera plus tard. Ça, c'est déjà fait. Alors aujourd'hui, pour cet épisode 4, comment on va accéder à notre base de données qu'on va créer avec nos 10 étudiants? Alors, ce qu'il faut se rappeler pour les jeunes parmi vous, c'est qu'il y a encore quelques années, les développeurs, quand ils voulaient interroger une base de données, ils utilisaient leur langage, qui est le langage Java, C#, C, C++, PHP, etc. Et dans ces langages-là, on devait insérer un deuxième langage que connaissent les bases de données, parce que les bases de données ne connaissent que le langage qui s'appelle SQL. Et donc les développeurs, ils rajoutaient dans leur langage préféré une chaîne de caractères qui contient une commande SQL, une requête comme on dit, pour interroger une base de données, pour rajouter une information dans la base de données, et ainsi de suite. Ben depuis, ça a évolué parce que ça a deux inconvénients de rajouter de l'SQL à l'intérieur d'un autre langage.
Premier inconvénient, c'est que l'SQL est supposé être normalisé. C'est-à-dire que normalement, vous utilisez une requête, vous interrogez une base de données qui vient de chez IBM, leur base de données s'appelle DB2, ou vous interrogez avec la même requête une base de données de Microsoft qui s'appelle SQL Server, ou avec la même requête, vous interrogez une base de données qui vient d'Oracle, avec la même requête, ça devrait marcher. Ça devrait. Mais en réalité, l'SQL, il n'est pas complètement normalisé. Il arrive que la même requête bloque sur un système de base de données autre que celui qu'on utilise le jour où on veut changer, parce qu'il manque une simple virgule ou on a mis un caractère de trop. Donc ça, c'est un inconvénient qui a bloqué un peu les développeurs. Il faut qu'ils passent leur temps à adapter le code SQL. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il fallait vraiment connaître le langage SQL tout le temps, et il y a former les gens là-dessus. Alors on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas avoir un module intermédiaire? Nous, on continue dans le langage à appeler des fonctions, et ce module intermédiaire va traduire nos fonctions en SQL pour la base de données concernée. Donc, ça m'amène à parler de ce qu'on appelle un ORM. Un ORM, c'est donc un logiciel, il y en a plein, un logiciel qui va permettre aux développeurs de l'API d'appeler juste une fonction, comme vous le voyez là en bas en noir, find all. Find all en anglais, c'est facile à retenir, c'est donnez-moi toutes les lignes d'une table. Donc, le développeur, il va utiliser une fonction d'une certaine façon, et après, à ce moment-là, l'ORM, je vais vous expliquer juste après que signifient ces trois lettres-là, va traduire ça en SQL et nous ramener les étudiants. Alors l'ORM qui est le plus utilisé dans Node.js, il s'appelle Sequelize. Ça se prononce comme ça. Donc il faudrait qu'on l'installe. Alors une fois qu'on l'a installé, comment la base de données va savoir qu'on s'adresse à la table étudiant? Notre base de données ne contient que la table étudiant, mais plus tard, elle pourra contenir la table des professeurs, elle pourra contenir la table des notes, la table des plannings, etc., etc. Donc, SQLite, l'ORM, doit faire une description en JavaScript de la table qu'il veut utiliser, interroger, ajouter, modifier. À ce moment-là, on dit dans l'étape 2 qu'on crée un modèle. Un modèle, donc, c'est un petit fichier JavaScript en dehors de notre code de l'API qui va décrire les colonnes qui sont celles qu'on vient de créer dans la table SQL, ID, last name, first name. Vous verrez comment on le fait. Et à ce moment-là, grâce à Sequelize, on va créer un modèle, un fichier JS par table qui nous intéresse. Là, on va l'appeler étudiant, comme ceci. Et alors, attention, il y a une norme. Sequelize, il nous dit, quand vous donnez un nom à votre modèle, il faut le donner au singulier et il faudrait que la table dans la base de données a le même nom mais avec un S en plus. Donc ici, mon modèle, je vais l'appeler étudiant et au singulier et ma table, elle s'appelle étudiant au pluriel. Maintenant, ce modèle, quand je vais utiliser la fonction findAll, elle va vouloir envoyer une requête SQL. Donc, findAll, il va fabriquer une requête SQL pour l'envoyer à la base de données. Mais attention, ce que je disais tout à l'heure, chaque système de base de données peut avoir un SQL normalisé à 99-98%. Donc, on a dit quoi? On a dit pour que ça marche tout le temps, il faut rajouter encore un petit module qu'on appelle un driver de base de données. Ce driver, il fait quoi? Ben, il va recevoir l'instruction, la commande findAll qui lui dit allez me chercher les étudiants qui sont dans la base de données. Et ce driver qui lui va être spécialisé pour Oracle ou pour SQL Server ou pour DB2 ou pour MySQL ou pour autre chose, il va fabriquer la requête exactement qui serait valable pour le type de base de données qu'on utilise. Alors dans mon exemple, le fait que j'ai utilisé le logiciel XAMPP, il va utiliser des bases de données de type MariaDB. C'est presque les mêmes bases de données de type MySQL. C'est pareil si vous suivez cet épisode-là. Utilisez comme moi ce driver-là.
Et après, quand ça fonctionne, si vous voulez le changer et utiliser MySQL ou un autre, rien ne vous empêche d'installer un autre driver pour tester notre API sur un autre type de base de données. Donc, ça veut dire qu'on va installer deux choses pour pouvoir coder. Donc, vous voyez, gardez ce schéma en tête. L'avantage, c'est que le développeur de l'API, je me répète, ne fera plus de l'SQL à l'intérieur de son code. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est que on relance notre projet Visual Studio, l'API dans Visual Studio Code, VSC, et on va installer ensemble ces deux logiciels-là, et après on commencera à coder. Alors allons-y, lancez avec moi votre Visual Studio Code, et assurez-vous que le code qu'on a fait dans l'épisode 3 est ouvert, sinon ouvrez-le. Alors, je vais donc demander à voir Visual Studio Code. Alors moi, il m'ouvre directement dans un autre projet qui est pas celui qui est le bon, qui n'est pas le bon, celui qui nous intéresse. Donc je vais faire le menu fichier et je vais chercher quelque part, fermer le dossier. Voilà, donc j'ai fermé le dossier, c'est-à-dire le projet. Je ferme cet onglet bienvenue et je vais lui dire fichier, ouvrir le dossier et je vais donc aller chercher le dossier qu'on a laissé à l'épisode numéro 3. Donc chacun de nous va chercher son projet. Voilà, c'est ce dossier-là qu'on a appelé node underscore étudiant underscore API. Je clique sur sélectionner et nous sommes restés là. Donc ça, c'est notre code de app.js. Donc on verra ce que j'ai rajouté là-dedans. Vous allez venir juste en bas ici et on va commencer à installer. Donc vous allez taper npm install sequelize espace save. Alors si vous voyez pas suffisamment, je rappelle ici, c'est en rouge, vous tapez cette ligne là, attention avant le save, c'est deux tirés du 6. Du tiré de la touche 6 et vous validez. Moi je valide pas parce que je l'ai déjà installé, donc il va mouliner un peu et vous dire qu'il a installé tant de packages. Et une fois que vous avez fini avec ça, rappelez-vous, je peux vérifier grâce à un fichier de configuration qu'on a ici depuis la dernière fois qui s'appelle package JSON. Vous cliquez dessus, JSON, et vous vérifiez dans la partie dependencies que vous avez SQLize qui est installé. Vous voyez là. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez installer le deuxième, le driver de la base de données en bas, npm install mariadb-save. Donc de cette façon-là, je tape npm install mariadb espace-save et je valide. De la même façon, je ne vais pas le valider parce que je l'ai déjà installé. Vous validez, vous laissez finir, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Et de la même façon, dans le fichier package JSON, vous allez voir que maintenant, il y a dans les dépendances, ça veut dire ce que vous avez installé depuis le début de ce cours, MariaDB, SQLize et les autres qu'on a installés les fois d'avant. Voilà, donc vous êtes maintenant prêt à travailler en codage. Voilà, donc on a le nécessaire pour commencer à coder. Maintenant, il nous faut commencer à compléter notre API par 3 étapes. Il faut d'abord qu'on crée, je ne l'ai pas noté ici, la route qui permet à l'application cliente de dire c'est cette adresse-là qu'il faut que j'interroge et après on lui renvoie les données. Donc première chose, le code vous allez l'avoir en entier. Donc sur le premier commentaire de la vidéo, vous le prenez. Donc vous suivez le lien, vous le prenez. Je vous propose de le prendre et de le mettre dans un éditeur de texte, pas dans Visual Studio.
Et vous faites comme moi, on va prendre partie par partie de code et on va la coller dans notre API. Mais à chaque fois, on prend le temps de comprendre avant de coller parce que ce n'est pas très intéressant de prendre le code, de le coller, de le tester et de dire ça marche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprenne ce qu'on fait et qu'on est capable de reproduire ça dans un autre projet. Alors, première chose. Première chose qu'il nous faut, nous allons créer ici, vous allez faire comme moi ici, vous allez cliquer en haut à droite, zut, je fais échappe. On va créer un dossier dans notre projet. Ce dossier, je vais l'appeler SRC. Donc ici, je vais créer un dossier SRC. Pourquoi? Parce que nous allons mettre certains fichiers JavaScript ou certains fichiers de données dans deux dossiers différents pour pouvoir bien organiser le code qui va devenir de plus en plus gros dans notre API. Donc, nous allons voir qu'on va créer un dossier qui s'appelle SRC en minuscule. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un dossier models. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour atteindre une table SQL, il faut créer une représentation de la table en JavaScript et on appelle ça des modèles. Donc, je vais créer un sous-dossier dans SRC qui s'appelle models et on mettra un petit fichier JS JavaScript par table qu'on voudrait voir et on préfère les mettre ensemble dans un dossier qui représente les modèles au lieu de les laisser en vrac. Donc, avec moi, vous allez faire vous n'avez pas le dossier encore SRC et quand je clique dessus, j'ai déjà un dossier qui s'appelle Models. Vous allez faire quoi? Vous allez cliquer ici dans le vide. Vous allez aller chercher l'icône qui parle de nouveau dossier et vous l'appelez SRC et vous validez. Moi, il me met en rouge parce que je l'ai déjà. Et une fois que vous l'avez validé, vous vous mettez dessus avec le curseur et vous cliquez de nouveau sur Nouveau dossier et vous l'appelez Models. Là, moi, je l'ai, il râle, et vous validez. Et vous devez voir ici, donc, que vous avez donc SRC comme dossier et sous-dossier Models. Et une fois que vous avez ça, vous vous mettez sur Models et vous allez demander à créer un dossier. Maintenant, par exemple, par un dossier, un fichier, pardon, avec l'icône de gauche qui est un plus. Vous cliquez et vous allez l'appeler étudiant en minuscule et .js. Il va râler parce que moi je l'ai déjà. Et vous validez. Une fois que vous validez, vous allez avoir ici une page de code vide. Une fois que vous avez cette page de code vide, à ce moment-là, vous retournez dans le partage que je vous donne dans le premier commentaire de la vidéo. Vous allez trouver ce fichier étudiant.js. Vous l'ouvrez avec le bloc, vous le téléchargez, vous l'ouvrez avec le bloc-notes et vous le copiez, vous venez le coller ici et on l'explique ensemble. Alors, vous faites une pause dans la vidéo, vous allez chercher le fichier, vous le collez ici et après on explique. Alors, donc là, on va utiliser le fameux ORM, donc le modèle qui permet d'interroger les bases de données. On commence pour dire que ce qu'on fait ici, c'est pour l'utiliser dans l'autre fichier app.js. On dit qu'on va exporter notre modèle. Donc là, pour l'instant, j'explique un minimum, mais sans trop alourdir en théorie l'explication que vous soyez perdu. Donc je dis que mon fichier s'appelle en singulier étudiant.js. Mais dedans, je vais exporter l'utilisation de l'ORM Sequelize et je vais aussi définir les types de données qui sont dans la table étudiant qui m'intéresse. Donc ça, c'est la première ligne. Et je lui dis, cette description tout en bas que je vais faire, je vais la renvoyer à celui qui veut l'utiliser. Pour nous, celui qui veut l'utiliser, c'est l'application app.js. On dit, on va définir un modèle. Et ce modèle, je l'appelle étudiant avec un E majuscule. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et je le répète. Le modèle
qu'on va utiliser et dans lequel on va trouver la fonction find all, c'est-à-dire chercher moi tous les étudiants, il faut qu'il ait un nom au singulier avec la première lettre en majuscule. Et quand on interrogera la base de données, SQLize, il va rechercher automatiquement une base de données qui s'appellera en minuscule étudiant au pluriel. Donc là, retenez ça. Quand je vais tout à l'heure revenir dans APPGS et que je vais vouloir interroger la base, j'utiliserai ce nom-là. Donc c'est le nom de notre modèle et c'est pas le nom du fichier étudiant aussi, au minuscule.js. Et à partir de là, je commence à définir la table SQL façon JavaScript. Je lui dis que la colonne s'appelle ID. Vous voyez, je lui donne le même nom que dans la table SQL dans la base de données, last name, first name, etc. Et à l'intérieur, je donne quelques paramètres. Je lui dis quel est le type de données. Ben, on lui dit grâce à ce mot data type, quel est le type du ID. Je lui dis integer. En JavaScript, ça veut dire que c'est un entier, un numérique entier. Alors qu'on a vu dans la base de données, ils appelaient ça int. Je lui dis que c'est une clé primaire, true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ID, c'est un numéro unique. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on a créé dans la base de données le ID en disant à la base de données, à chaque fois qu'on rajoute un étudiant, veuillez me donner un nouveau numéro qui est auto-incrémenté. Et donc là, on le rappelle aussi dans la description de la table par cette notion de primary key qui signifie que deux étudiants ne peuvent pas avoir le même numéro. Et je dis que dans la base de données, ce numéro, il est auto-incrémenté. Comme ça, quand moi, plus tard, j'ajouterai des étudiants, je n'aurai pas à m'occuper à donner le numéro ID. Et puis le reste, c'est très facile. Last name, on a un autre type en JavaScript qui s'appelle string, mais qui signifie chaîne de caractères. Donc dans un nom de famille, on ne va pas donner des numéros, on donne une chaîne de caractères. Dans la base de données, le type, il l'appelle varchar, et en JavaScript, on l'appelle string. Et dans beaucoup de langages, comme le Java, comme le C#, etc., on parle de string. Maintenant, ça, on s'en occupe pas trop. Je verrai beaucoup plus tard dans les épisodes à venir pour dire comment il faut sécuriser les données pour qu'on puisse pas rentrer dans la base de données n'importe quoi. Là, il y a juste une petite contrainte qui dit attention, quand nous on fait que interroger, mais le jour où on voudra ajouter les étudiants, on n'acceptera pas que le nom de famille soit vide. C'est tout, j'en dis pas plus. Tout le reste, ça se ressemble à last name. Vous voyez, on répète first name, etc. jusqu'à la fin. Et par contre, une fois que j'ai fini avec la dernière colonne, ici, je rajoute une information qu'on ne connaît pas, qui s'appelle timestamps. Alors pourquoi? Parce que SQLize, quand on interroge une base de données, une table, il part du principe que quand on ajoute un étudiant dans la table, ou plus tard un professeur, il veut chaque fois donner la date et l'heure de l'ajout de la ligne dans la table. Et si un jour on modifie la ligne, donc les informations d'un étudiant, il voudrait avoir une colonne qui donne la date et l'heure de la modif. On appelle ça en anglais le timestamp ou en français on appelle ça l'horodatage. Alors moi je lui dis que j'en veux pas, je peux refuser en lui disant j'en veux pas, false. Si je mettais true, il faut que je lui dise comment ils vont s'appeler les colonnes de création lorsqu'on crée pour la première fois un étudiant et comment elle s'appelle la colonne de modification. Généralement, les développeurs, quand ils mettent true, T-R-E, ça veut dire je veux l'horodatage, ils rajoutent virgule derrière. Et là, généralement, la colonne de création, de date de création, on l'appelle en anglais tous pareil, par habitude, created at. Et pour la colonne qui dit quand est-ce que ça a été modifié la dernière fois, par habitude, les développeurs, ils l'appellent update at. Nous, on n'en fait pas. Donc, une fois que vous avez ça, cette ligne-là, maintenant, on va commencer à coder ensemble. Alors, première chose ici, ce que j'appelle la première étape, charger les modules ici. Ça, on l'avait fait. Le code d'avant, vous avez déjà tout ça.
Ce que vous devez rajouter ici, c'est de dire je vais utiliser Sequelize dans ce code app.js. Donc cette ligne-là n'existe pas. Donc je vous rappelle le principe que je vous ai proposé, c'était d'aller chercher le fichier app.js que je mets à votre disposition dans le premier commentaire de la vidéo. Vous le mettez dans un éditeur de texte, pas ici, et vous copiez les lignes au fur et à mesure que je les explique. Donc on charge le fameux ORM. Et donc vous rajoutez ici, vous faites de la place pour ajouter cette ligne-là. Je vais utiliser Sequelize et les types de données. Et je lui dis, charger le petit module que j'ai installé tout à l'heure par npm install Sequelize. Après, je lui dis que je veux créer donc un modèle ici en lui disant aller chercher, donc importer, aller chercher à la racine, le petit point, et dans la racine, à l'intérieur du fichier src qu'on a créé tout à l'heure, et à l'intérieur du src, le sous-dossier qui s'appelle models, et vous trouverez un fichier étudiant. Je suis pas obligé de mettre l'extension .js, et lorsque vous le trouvez, eh ben, écoutez, ici, moi, dans mon app.js, je vais l'appeler par un nom de variable, je vais créer un modèle comme un petit objet à l'intérieur en mémoire qui décrit la table que je vais utiliser, s'appelle étudiant modèle. Et après, je lui dis que lorsque je parle d'un étudiant, un seul, eh ben, je vais l'appeler, ça c'est le modèle, pour que vous ne fassiez pas la confusion, c'est la description de la table SQL dans la base de données. Et là, je lui dis, quand je vais utiliser un étudiant, si j'ai besoin de prendre un étudiant à la fois en faire quelque chose, je l'appellerai étudiant au minuscule et la description vient aussi du étudiant.js. Donc vous avez 3 lignes à faire là et repérer l'endroit, c'est important. Il faut que ça soit avant ce qu'on a déjà fait dans l'épisode précédent, avant le chargement de Express et la déclaration du port. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller voir votre code, ça a été fait, on chargeait les modules précédents. Là, ici, on définissait, rappelez-vous, la route, le endpoint racine. Il n'y a que juste localhost 2.7000 et les gens, ils ont ce message-là. Et donc là, vous allez venir juste après ça, vous insérez, vous créez donc des lignes blanches et vous allez insérer le code qui va créer l'autre route. Donc, on va avoir autant de routes qu'il y a de services. Donc, ici, je parle de liste de tous les étudiants. Alors ça, je vais les virer, ça ne nous sert pas à grand chose. Si vous les avez aussi, vous les enlevez. Et regardez, on fait toujours app.get pour la racine, mais on a mis juste slash. Maintenant, pour avoir une autre route, j'ai toujours app.get slash, mais j'ai rajouté derrière API étudiant. Et toujours pareil, cette syntaxe que vous prenez comme ça c'est pour compléter localhost 2.7000. Donc à chaque fois qu'une application cliente, Place Front-End veut avoir les étudiants, il faut qu'elle tape http://localhost 2.7000/API/étudiant. Et on dit qu'on va utiliser les deux fameux objets dont j'ai parlé la semaine dernière, rec qui est request, qui c'est l'application qui m'appelle, moi l'API, qui m'enverrait des informations dans cet objet-là. Je pourrais fouiller. Et res, c'est response. Cet objet, c'est pour pouvoir renvoyer la liste des étudiants à l'application qui m'appelle. Et donc, je vous ai dit à partir de là, ici, qu'on va avoir 3 étapes pour que vous compreniez bien comment on va interroger la base de données. Il faut d'abord que je décrive dans une première étape parmi les 3 quels sont les paramètres de la base. C'est quoi les paramètres? On va les voir. Donc, dans cette partie que j'appelle ici, vous copiez tout ça ici. Donc, à partir de l'éditeur de texte que vous avez fait, vous copiez tout et vous le collez ici jusqu'à ce que j'appelle l'étape 2. Vous le collez ici, puis on explique. Ça commence ici. Donc, vous avez déjà des descriptions textuelles. Ça commence ici, je lui dis, bon, donc je vais utiliser Sequelize.
Et je vais vous expliquer que la base de données que je vais interroger, elle s'appelle DB Université. Ça tombe bien, c'est celle qu'on a créée, rappelez-vous, ici, à gauche, où je tourne ma souris. Il faut que ce soit exactement le même nom. Après, il faut lui donner un mot de passe pour avoir le droit d'aller sur la base de données et un identifiant et un mot de passe ici. Alors, normalement, dans les bases de données du type que je viens d'installer, qui s'appelle des bases de données type MySQL, et MariaDB, c'est une base de données MySQL, quand on l'installe, on a déjà un identifiant par défaut qui s'appelle root, et le mot de passe, il n'y en a pas. Donc là, on est tranquille avec ça, mais si plus tard, vous voulez sécuriser votre base de données, renseignez-vous sur phpMyAdmin comment modifier le mot de passe, l'identifiant de mot de passe, et vous viendrez les modifier. Vous dites comment il s'appelle le serveur sur lequel tournent les bases de données. Ben nous, c'est localhost. Je reviens ici. Il l'appelle 127.0.0.1, mais si on lui dit que c'est localhost, SQLize, il va s'adresser au bon serveur parce que là, actuellement, le serveur de notre API qui s'appelle Node, il s'appelle localhost. Et le serveur qui va gérer notre base de données s'appelle localhost. Sauf que quand SQLize va interroger localhost, il sait qu'il faut qu'il interroge un serveur qui utilise la base de données et pas un serveur Node. Donc il n'y aura pas confusion. On aurait pu rajouter, marquer à la place 127.0.0.1. On lui dit ce qu'ils appellent le dialecte, quel est le type de base de données, quel est le type de driver. Et ben là, on dit le driver, c'est MariaDB. C'est celui, je bascule sur package.json, c'est celui qu'on a chargé ici. Donc, si vous travaillez plus tard, vous voulez modifier cette API en travaillant avec un autre driver, n'oubliez pas de venir changer ici. Et là, on a des options supplémentaires sur le type base de données. On lui dit, si jamais on veut rajouter des informations de date et de heure, de horodatage, dans quelle région on travaille du monde pour qu'il puisse adapter et prendre la bonne date. C'est le fameux GMT. Donc là, je vous demande de le laisser par défaut. Et puis, il y a une dernière information, on lui dit, je ne veux pas à chaque fois que j'accède à la base de données pour ajouter, modifier, afficher, que vous fassiez de l'historique, des logins, j'en veux pas. Donc ça, c'est notre première étape qui est se préparer, préciser les paramètres de la base de données à laquelle je vais me connecter. Deuxième étape, c'est se connecter à la base de données. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse les instructions. Et à ce moment-là, donc, pour que vous compreniez, vous pouvez donc maintenant rajouter ce code-là avec le commentaire, ici, jusqu'à ce que vous voyez étape 3 sur 3 qu'on verra par la suite. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette étape 2 sur 3? Donc, vous avez les explications. On vous dit attention, il faudrait que vous vous assurez qu'il y a certaines choses. Parce que là, vous allez tester avec moi la vidéo. Mais si plus tard, vous revenez sur votre API, vous oubliez de démarrer Node.js en faisant une PM start ou ici, je vais marquer simplement Node. Parce que pour nous, c'est assez ça. Il faudrait que vous démarrez votre serveur, que l'API soit prête et que le serveur, il l'a fait tourner. Il faut s'assurer que vous avez lancé exemple et vous avez appuyé sur les deux boutons PHP et MyAdmin. Et il faudrait, après, que la base de données soit créée, qu'elle existe. Sinon, tout ça ne marchera pas. Et donc ici, je reviens sur la ligne 41, on a créé une variable ou un objet, comme disent certains, qui s'appelle SQLize en minuscule. Et dans ce cas-là, c'est le fameux ORM qui va faire des requêtes SQL à notre place. Il a une fonction en anglais qui s'appelle, comme ce nom, Authenticate. Et ça, cette fonction-là, elle dit, je veux me connecter et elle va utiliser les paramètres qu'on a donnés ici à notre objet, c'est-à-dire les paramètres qu'on a stockés dans la variable à multiples valeurs. C'est pour ça que ceux qui sont débutants parmi nous, quand on parle de créer un objet, en réalité, on crée comme une structure avec plusieurs informations. Ici, le host, etc. C'est une variable complexe avec plusieurs infos.
au lieu que ce soit une variable simple qui contient une simple info. Et cet objet Sequelize, il va aussi pouvoir utiliser des fonctions des modules qu'on a installés Sequelize. Et ces fonctions, la première, en anglais s'appelle Authenticate, et elle va lancer une commande vers la base de données pour lui dire est-ce que je peux me connecter avec les paramètres que je vous donne. Et les débutants parmi nous, s'ils voient ce point d'N, je vais vous l'expliquer. Point d'N, juste après avoir lancé une fonction pour demander quelque chose à l'extérieur, il y a point d'N et un peu plus bas, vous allez avoir un point catch. Je vais l'expliquer simplement comme ceci. Alors ici, on appelle une fonction, on va dire plutôt, on appelle une ressource extérieure. Alors ici, c'est la base de données. La base de données n'est pas dans mon app. .js, il n'est pas dans mon API. Mon API est un code et la base de données, elle peut se trouver sur mon PC de développeur, sur mon ordinateur de développeur, comme elle peut se trouver sur le cloud ou sur le serveur de votre entreprise. Donc, on appelle ça une ressource extérieure. Quand je l'appelle avec une fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit ça se passe bien. Alors, je vais faire un petit schéma vite fait. Ici. Soit ça se passe mal. Pourquoi ça pourrait se passer mal? Par exemple, j'ai pas démarré la base de données, il n'y a pas de réseau, c'est la base de données distante, il n'y a pas de Wi-Fi, etc. Donc ici, je vais rajouter quelque chose en bas. Soit ici, c'est OK, ça se passe bien. Soit ici, c'est KO, parce que la base de données a été coupée. Je vais faire la démonstration tout à l'heure. KO. Alors, ils ont dit dans JavaScript, quand vous appelez une fonction en anglais et qui s'adresse à quelque chose d'extérieur, aujourd'hui, une base de données qui est à l'extérieur de mon projet, ils appellent ça une promesse. Vous allez demander à quelqu'un, je veux interroger, et la fonction aujourd'hui qui s'appelle Authenticate, elle va nous dire promesse tenue. C'est-à-dire qu'il a réussi à voir la base de données et ils disent à ce moment-là au développeur JavaScript, faites une section de code qui s'appelle .den et vous codez à l'intérieur ce que vous voulez parce que vous savez que vous êtes connecté à la base de données, que la fonction a fonctionné. Et sinon ici, KO, parce que pour une raison quelconque on n'a pas pu se connecter, à ce moment-là, on dit au développeur, faites une section de code qui s'appelle .catch. Et à ce moment-là, vous codez qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir pourquoi ça n'a pas marché. Donc, retenez ça, ça va revenir souvent. À chaque fois qu'on utilise une fonction JavaScript dans notre API et qu'on s'adresse à une ressource qui est extérieure, soit la ressource n'existe plus, soit la ressource ne répond pas pour une raison quelconque, soit carrément il y a un délai d'attente et qui peut être dépassé. Donc regardez, je reviens à mon code, j'appelle ici Authenticate et tout de suite je fais un den. Et la syntaxe il est comme ça. .den, parenthèse bleue, ici vous voyez, ça, la syntaxe vous vous habituerez par la suite. Pour l'instant il faut comprendre les principes. Et là, je commence par envoyer sur la console du développeur, moi-même, sur Visual Studio, connexion DB, BD, OK. Ça, le client final ne le verra jamais, l'application. Je l'enlèverai plus tard quand tout fonctionne, j'enlève les consoles.log. Et après, je peux continuer. Donc, parce que si je regarde cette accolade-là, je me mets juste mon curseur dessus. Visual Studio, il l'entoure par un rectangle. Regardez, ça correspond à sa copine qui est à ligne 69. Donc, tout ce code-là, ça veut dire que c'est dans le cas où on a réussi à se connecter. À ce moment-là, je fais ce message que je supprimerai après. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dis, tiens, je vais maintenant utiliser le modèle, celui que j'ai dit que c'était le fichier étudiant.js, qui décrit complètement la table que j'utilise grâce
Asynchronous Data Type. Et donc, ce modèle, je l'utilise ici en l'appelant étudiant au pluriel. Je vous avais dit qu'il fallait se rappeler de ce nom-là. Et cet objet que je crée ici, étudiant, au singulier, comme ça, il a le droit maintenant d'utiliser la fonction, la deuxième fonction findAll. Donc, en ligne 56, Authenticate se connecte. Et une fois qu'on est connecté, je veux avoir toutes les lignes de la table étudiant. Autrement dit, tous les étudiants de la table étudiant. Et cette fonction elle-même, elle peut dire promesse tenue, j'ai réussi à interroger et récupérer les données, ou alors pas. Et là, je ne l'ai pas fait, mais normalement, si j'étais sérieux, j'aurais pu rajouter ici point catch et dire cette deuxième fonction elle-même elle peut planter parce que pour une raison quelconque on n'a pas pu amener. Et à ce moment-là, il faut que je dise à l'utilisateur pourquoi ça n'a pas marché. Donc là, pour l'instant, je ne le fais pas en disant que j'ai un peu blindé mon code pour la démonstration. Et à ce moment-là, cette findAll, elle fonctionne. La promesse est tenue, je rentre dans ce code-là. Et findAll, elle renvoie un ensemble d'informations sous forme un peu spéciale avec des accolades. Vous allez les avoir. On appelle ça un format de type JSON. Je vous en dis un peu plus. Quand on fait un den, la fonction qu'on a appelée, elle nous renvoie quelque chose. Donc, la documentation de la fonction findAll me dit qu'elle renvoie un ensemble au pluriel d'informations sur les étudiants. Elle a été voir la table avec 6 colonnes ID, last name, first name. Elle va les formater par des accolades, par des noms, par des etc. Vous allez le voir tout de suite. Et elle me le fournit. Et qu'est-ce que je fais moi avec à l'intérieur de ce code ici, avec les accolades bleues? Je dis, je vais envoyer. Alors, j'explique d'abord la ligne 67. Je renvoie l'application qui m'a interrogé. Pour nous, ça va être le navigateur web. Je l'envoie avec res, qui est l'objet qui renvoie des réponses. Je lui dis, je t'envoie les informations que tu demandes sous ce format spécial qui s'appelle JSON, avec des accolades et des virgules, etc. Je t'envoie quoi? Je t'envoie les données. Je commence par cette partie-là. Et les données, elles sont où? Ce que m'a envoyé la base de données. Étudiant, ligne 65 au pluriel, étudiant. Et j'accompagne optionnellement, je ne suis pas obligé, je peux envoyer au navigateur, à l'application front-end, un message en plus que j'ai préparé dans une variable qui dit la liste des étudiants a bien été récupérée. Et on s'arrête là quand c'est bien passé. Alors je vous ai dit que si ça plante, il y aura un message ici qui dit qu'on s'est connecté mais on s'est trompé dans le nom de la base, de la table, etc. On pourrait rajouter un catch. Maintenant, on regarde que si Authenticate, là, on n'a pas pu se connecter à la base de données. Dans ce cas-là, tout ce code-là ne sera pas exécuté. Ça, c'est promesse tenue. Donc, mon code ne sera pas exécuté. C'est le code qui va être exécuté. C'est celui que vous allez mettre dans cette section qui s'appelle catch. On peut le traduire en français par intercepter l'erreur qui s'est produite. Et là, je vais simplement, déjà pour moi, le développeur, envoyer sur ma console de Visual Studio Code ce message, échec connexion de la base de données et un message qui viendrait de la base de données en anglais. Et là, l'utilisateur qui m'appelle, c'est-à-dire l'application cliente, c'est-à-dire le navigateur, je lui envoie échec de connexion à la base de données. C'est tout. Et attention, là, en bas, ça reste toujours ici, notre API. Quand on va la lancer, elle va pas rien faire, elle va écouter, elle va attendre qu'on l'interroge. Alors, j'espère que vous avez compris à peu près le principe, mais ça va être répété plusieurs fois dans les épisodes suivants. Et vous serez donc petit à petit conforté dans votre explication. Vous comprendrez au fur et à mesure qu'on avance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce code-là une fois que vous l'avez entièrement copié? Ben, on va le tester. Pour le tester, condition sine qua non, il faut que je teste que je vérifie que j'ai lancé exemple et que j'ai démarré les services Apache et les services MySQL. Il faut qu'ils soient en vert. C'est fait pour moi. Assurez-vous que ça fonctionne pour vous. Après, il faut que j'ai le terminal de Visual Studio Code pour que je démarre Node.
Donc, si vous ne l'avez pas comme moi, vous allez dans l'explorateur à gauche ici, cliquez droit sur app.js et vous choisissez Ouvrir dans le terminal intégré. Et on va donc avoir ici le terminal en bas. Et nous, quand on veut lancer le serveur Node, on tape Node et on lui dit de lancer notre API dedans. Donc Node espace app.js. Et si vous n'avez pas fait d'erreur de frappe, etc., vous allez avoir une ligne qui dit API Université démarrer et on nous donne la racine ici, ceci. Alors d'où vient ce message Université démarrer? Regardez, c'est dans la fonction listen, on attend. Rappelez-vous que la API, elle exécute rien. Elle se met en écoute grâce à listen. Maintenant, il faut qu'une application nous contacte. Alors, soit vous lancez le navigateur de votre côté et vous copiez cette adresse-là et vous validez, soit il y a une astuce, c'est pour ça que j'ai mis le message ici. Avec mon clavier, j'appuie sur la touche contrôle, je lâche pas, et je clique avec la souris sur ce lien ici, je lâche, et le navigateur, moi Chrome, va se lancer. Ah, vous voyez, je vais avoir le message qui est université préférée, et j'ai ici, je le montre, je le montre ici, ici, j'ai ceci simplement. Ça donne la racine ou qui me dit votre université préférée. Moi, il faut que je lui rajoute API/étudiant. C'est la nouvelle route qu'on a créée, nouvelle endpoint. Et donc, avec moi, vous complétez dans votre navigateur l'adresse du serveur par l'adresse du service. Donc, je complète, je valide. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens donc une première ligne qui contient le message que j'ai essayé d'envoyer qui n'était pas obligatoire. Ça s'arrête là. Donc je vais zoomer un peu. Le message, il est inclus. Ça commence par une accolade ici. Le message, il y a le nom de la variable qui contient le message, 2 points, et le message lui-même. Ça, c'est une notation qu'on appelle JSON parce que on donne le nom de l'information que le développeur a décidé d'appeler message, 2 points, et le contenu de la variable. Et après, ici, j'envoie aux gens en disant je vous envoie toute une liste, on appelle ça un tableau en réalité, que j'appelle data. Ça veut dire que j'envoie pas un étudiant, mais plusieurs. Donc data, donc celui qui veut décortiquer ça dans une application front-end, une application qui interroge mon API, il faut qu'il utilise cette variable pour extraire les données. Et après, il y a un crochet qui signifie en JavaScript, crochet que c'est un tableau, et vous verrez que tout à fait à la fin, il y a un crochet aussi tout à fait en bleu. Et maintenant, un étudiant, ça va jusqu'ici. Crochet, on donne le nom de la colonne, 2 points, la valeur. Le nom de la colonne, 2 points, la valeur. Sauf que dans une base de données, on appelle ça une colonne. Et dans JavaScript, on appelle ça un champ. ID, c'est un champ, last name, un champ, etc. Si cette présentation ne vous plaît pas, vous voulez que ça soit présenté proprement, chaque étudiant au-dessous de l'autre, vous pouvez, moi, vous voyez, c'est marqué impression élégante. Si vous êtes dans Chrome ou dans un autre navigateur, genre Internet Explorer, Edge, Firefox, vous cherchez dans les extensions, quelque part ici. Moi, j'ai Chrome, j'ai été voir l'extension, j'ai rajouté ici un logiciel qui s'appelle, vous voyez, JSON Viewer. Alors, ce JSON Viewer, il va, quand il va voir que j'affiche du texte JSON, il va me le formater d'une façon différente. Regardez si vous avez un navigateur, comment le faire avec votre navigateur. Et l'idée, c'est qu'une fois que j'ai ça, je peux cocher ici pour Chrome en disant, je veux une pression élégante. Et vous voyez, ça devient plus lisible. Je vois un étudiant en dessous d'un autre étudiant, etc. Donc voilà normalement déjà le but recherché dans cet épisode numéro 4. Plus tard, ce qu'il faudrait, c'est remplacer ça par une application à la place du navigateur. Par exemple, une page web avec du JavaScript dedans, du HTML et JavaScript,
et qui met ça sous forme de tableau, qui présente ça d'une façon beaucoup plus présentable à l'œil nu, donc à un utilisateur humain. Voilà donc cet épisode 4 qui était très intéressant, très enrichissant. Vous êtes capable maintenant de créer une API qui interroge une table et qui récupère les données. Dans les prochains épisodes, on va remplacer le navigateur d'abord par une page web qui va formater les données, les afficher d'une façon plus agréable. Et dans les épisodes suivants, on ira faire les autres services, comment ajouter un étudiant, comment modifier un étudiant, comment supprimer un étudiant, et ainsi de suite. À très très bientôt.